En 1976, là où une grande partie du monde boycottait l'Afrique du Sud de l'apartheid, la compagnie aérienne nationale du pays prenait livraison d'un appareil qui allait définir son identité pendant des décennies. Le Boeing 747 SP, une variante raccourcie et ultra long courrier du jumbo jet emblématique. South African Airways est devenu l'un des plus grands opérateurs de ce modèle au monde. Les nations africaines avaient fermé leur espace aérien au régime de l'apartheid. Pour rejoindre l'Europe, les avions de la SAA devaient voler à des milliers de kilomètres au large dans l'Atlantique, contourner la bosse de l'Afrique de l'Ouest, brûlant d'énormes quantités de carburant pour éviter tout un continent qui refusait de les laisser survoler son territoire. Le 747 SP pouvait le faire. Allégé, autonomie étendue, conçu spécifiquement pour relever le défi de voler autour de l'hostilité politique. Durant près de 5 décennies depuis lors, l'aviation africaine a accepté une vérité douloureuse. La géographie, la politique et l'économie conspirent contre les compagnies aériennes nationales africaines d'une manière ne s'appliquant tout simplement pas ailleurs. En 2025, South African Airways a annoncé un retour à la rentabilité. 155 millions de rand de bénéfices nets sur un chiffre d'affaires d'environ 8,8 milliards de rands. Un redressement, un symbole national restauré. La SAA fait désormais l'exploitation d'une vingtaine d'appareils. La compagnie a perdu ses créneaux à Londres Heathrow. Elle n'a aucune présence à Hong Kong, à New York, ni sur la majeure partie du réseau qui la définissait autrefois. Pourtant, les analystes de l'aviation sud-africaine, les ministres du gouvernement et les compagnies aériennes africaines concurrentes regardent la reconstruction de la SAA avec un vif intérêt, car l'effondrement de la SAA n'a pas simplement fermé des lignes. Il a réécrit les règles de l'aviation africaine. Alors, comment une compagnie aérienne disposant d'argent, d'une géographie favorable, d'une histoire, d'une demande et de toute une économie développée derrière elle peut-elle perdre son empire ? Pour comprendre pourquoi la SAA s'est effondrée, il faut comprendre pourquoi cet effondrement a été considéré comme impossible pendant si longtemps. L'Afrique du Sud était censée être le pari le plus sûr de l'aviation africaine, l'économie la plus développée du continent, un système financier sophistiqué, des secteurs miniers, touristiques et corporatifs solides, une importante diaspora générant un trafic VFR régulier, l'aéroport OR Tambo de Johannesburg le plus fréquenté d'Afrique. Au milieu des années 2000, le groupe SAA faisait l'exploitation d'environ 70 appareils. Il transportait des millions de passagers chaque année. Son réseau desservait les villes mondiales les plus importantes, comme Londres ou New York. En avril 2006, SAA est devenue la première compagnie africaine à rejoindre Star Alliance, ou toute autre alliance aérienne d'ailleurs. Ce n'était pas un simple insigne de prestige, c'était un apport mondial, des revenus de partage de code et une crédibilité auprès des grands voyageurs, le tout via la plus grande alliance aérienne au monde. Autour de la compagnie principale gravitait tout un écosystème aéronautique. SAA Technical assurait la maintenance. Air Chefs fournissait la restauration. Mango opérait en tant que filiale low cost. Un réseau domestique et régional dense comblait les vides. Le compromis semblait permanent. L'aviation africaine était censée être brutale partout ailleurs. Mais pas ici, pas à Johannesburg. Johannesburg possède de véritables atouts. C'est la capitale économique de l'Afrique du Sud. Elle bénéficie d'une forte demande locale. Elle se trouve relativement proche des marchés régionaux d'Afrique australe. Mais Johannesburg présente une faiblesse structurelle que personne ne pouvait corriger. La géographie. OR Tambo se trouve à l'extrémité sud du continent, excellent pour l'Afrique australe, peu pratique pour relier l'Afrique de l'Ouest à l'Europe, inutile pour connecter l'Afrique de l'Est à l'Asie. Comparé à Addis Abeba, Nairobi, Doha, Dubaï ou Istanbul, Johannesburg se situe à des milliers de kilomètres au sud de toute géométrie naturelle de correspondance mondiale. Cela signifiait que les vols long courriers de SAA devaient s'appuyer fortement sur le trafic d'origine sud-africaine, pas sur les flux de transfert, pas sur les passagers en correspondance, une véritable demande locale prête à payer de vrais tarifs. Cela fonctionnait tant que SAA n'avait pas de concurrence. Dès que les transporteurs étrangers sont arrivés en force, le modèle est devenu intenable. Puis, à la fin des années 2000,
Les compagnies du Golfe sont arrivées avec une capacité écrasante. Avant le conflit en Iran, Emirates exploitait 49 vols hebdomadaires vers l'Afrique du Sud. Qatar Airways assurait 35 vols hebdomadaires répartis entre Johannesburg, Le Cap et Durban via Maputo. Turkish Airlines a toujours fait d'Istanbul un puissant point de correspondance européen depuis l'Afrique du Sud. Ethiopian Airlines reliait Addis Abeba à Johannesburg plusieurs fois par jour. KLM, Lufthansa, British Airways et Air France assuraient des services directs en gros porteurs. La logique concurrentielle était dévastatrice. Un passager voyageant de Johannesburg à Hong Kong n'avait plus besoin de SAA. Emirates proposait Dubaï, Qatar proposait Doha, Singapore Airlines proposait Changi, Turkish proposait Istanbul. Chacun de ces hubs de correspondance occupait une position géométriquement meilleure que celle que Johannesburg ne pourrait jamais atteindre. Chaque compagnie exploitait des flottes plus récentes, des produits premium supérieurs et des coûts unitaires plus bas. Le réseau long courrier de SAA devint impossible à défendre. Les liaisons long courrier sont coûteuses à exploiter. Si l'on ne peut pas remplir les cabines premium de manière constante, les pertes deviennent énormes très rapidement. La flotte de gros porteurs n'a rien arrangé. SAA exploitait de vieux Boeing 747, des Airbus A340-200, A340-300 et A340-600 sur les liaisons intercontinentales. L'A340-600 offrait de l'autonomie. Il consommait également le carburant de 4 moteurs à une époque où les biréacteurs 777 et 787 réécrivaient l'économie du long courrier. Chaque vol assuré par les concurrents sur un 787 coûtait considérablement moins cher par siège que celui de SAA opérant la même route en A340-600. Alors que la SAA s'enlisait dans les pertes sur le long courrier, elle a également cédé sa position protégée sur le marché intérieur. L'Afrique du Sud a développé l'un des marchés de l'aviation intérieure les plus compétitifs d'Afrique. Comair exploitait des vols sous la marque British Airways aux côtés de sa marque low-cost Kulula jusqu'à son effondrement en juin 2022. FlySafair est entré sur le marché et s'est développé de manière agressive. Airlink a bâti une position dominante au niveau régional. FlySafair a capté une part importante de la capacité en siège du marché intérieur sud-africain. Exploitant une flotte standardisée de Boeing 737, elle a augmenté ses vols hebdomadaires et ses sièges au départ sur le marché, évinçant la SAA. Airlink, autrefois franchisée et exploitante de vols d'apport sous la marque SAA, s'est émancipée pour devenir le plus grand transporteur privé d'Afrique, avec une flotte de jets Embraer desservant des liaisons régionales à faible densité que la SAA n'aurait jamais pu exploiter de manière rentable. La propre filiale low-cost de la SAA, Mango, a riposté sur le marché intérieur. Mais Mango concurrençait également les opérations principales de la SAA, cannibalisant les tarifs tout en complexifiant la structure du groupe. L'étau était désormais refermé. Les transporteurs mondiaux à service complet attaquaient le long courrier. Les concurrents low-cost et agiles attaquaient le marché intérieur. La SAA était coincée au milieu avec les coûts les plus élevés et la flexibilité la plus faible. Mais la concurrence à elle seule n'explique pas un effondrement d'une telle ampleur. D'autres compagnies aériennes ont fait face à des pressions similaires et ont survécu. La SAA a échoué parce qu'elle n'était pas vraiment gérée comme une compagnie aérienne. Les compagnies aériennes ont besoin d'une discipline impitoyable en matière de coûts. Les gouvernements veulent souvent des emplois, de la fierté nationale, une couverture des liaisons et un contrôle politique. Dans l'aviation, ce fossé peut faire brûler des milliards. Entre 2010 et 2020, la SAA a connu près d'une douzaine de PDG, la plupart à titre intérimaire, ainsi que plusieurs ministres responsables de la compagnie. La continuité stratégique s'est effondrée. L'ère de Mieni, de 2012 à 2017, est largement considérée comme le chapitre le plus sombre. Proche collaboratrice de l'ancien président Jacob Zuma, Mieni n'avait pas d'expérience dans l'aviation d'entreprise, mais elle exerçait un pouvoir politique qui prévalait sur le conseil d'administration. En 2013, Mieni a unilatéralement modifié une résolution du conseil concernant l'acquisition d'avions Airbus A320. Cette ingérence a retardé les livraisons et a coûté à la SAA environ 800 millions de rands en frais de stockage avant livraison et en pénalités versées à Airbus.
En 2016, Mieni a poussé à engager BNP Capital pour obtenir un prêt de 15 milliards de rand, en y joignant des frais de facilitation grossièrement irréguliers de 256 millions de rand. Lorsque l'accord s'est effondré sous la pression de l'opinion publique, la SAA a tout de même dû payer une pénalité d'annulation de 50 millions de rand. Elle a illégalement annulé un appel d'offres de restauration de 85 millions de rands attribué à un soumissionnaire soutenu par l'Allemagne, rétablissant le contrat au profit de la filiale sous-performante Airchef en violation des règles de passation des marchés. La Haute Cour de Pretoria a finalement déclaré Mieni administratrice délinquante et lui a interdit d'occuper des fonctions d'administratrice. La commission Zondo a décrit sa conduite comme l'antithèse de la responsabilité. La SAA a continué d'accumuler les pertes dans les années 2010. Ce sont les contribuables qui ont dû en payer la facture. En décembre 2019, South African Airways est entré en sauvetage d'entreprise, insolvable, incapable d'honorer ses obligations, incapable de financer ses opérations. Puis la Covid est arrivée. La compagnie aérienne a été entièrement mise en sommeil. À la fin de 2020, les praticiens du sauvetage d'entreprise ont émis des avis au titre de l'article 189 visant la quasi-totalité de l'effectif, soit environ 4700 employés. Les syndicats ont riposté. NUMSA et la South African Cabin Crew Association ont traîné les praticiens du sauvetage d'entreprise devant le tribunal du travail. Les indemnités de licenciement étaient brutales. 1 mois de préavis, 1 semaine de salaire par année de service, conditionné à la vente d'actifs. Des milliers de pilotes, de membres d'équipage de cabine et d'ingénieurs qualifiés ont perdu leur gagne-pain ou ont été contraints à un congé sans solde. SAA a redécollé en septembre 2021 avec une poignée d'avions et une fraction de son ancien réseau. Le redémarrage ressemblait presque à une nouvelle compagnie aérienne opérant sous une ancienne marque. Le consortium Takatso était censé sauver la mise, une participation privée de 51%, une injection de capital de 3 milliards de rand. Un prix de transaction que les critiques ont qualifié de scandaleux, compte tenu des 15 milliards de rand de dettes historiques que le gouvernement avait absorbées pour rendre SAA attrayante. Après 3 ans de négociations secrètes, l'accord avec Takatso s'est effondré en mars 2024. SAA est retourné sous la pleine propriété de l'État. L'importance de l'effondrement de la SAA ne concerne pas la corruption et il ne s'agit pas vraiment de concurrence. Il s'agit de ce qui se passe lorsqu'un pays entier accepte que son transporteur national n'ait plus besoin d'être sa stratégie aéronautique. Voyez-vous, le marché sud-africain ne s'est pas effondré lorsque la SAA s'est effondrée. Il s'est agrandi. Airlink s'est étendu jusqu'à dominer la région. FlySafair a verrouillé la capacité domestique avec des dizaines de Boeing 737. Les transporteurs internationaux ont ajouté des fréquences pour combler le vide. Les prix des billets domestiques ont effectivement bondi dans un premier temps, mais le marché s'est adapté. FlySafair a pris de l'ampleur. Lyft, la compagnie aérienne, a vu le jour. Airlink a étendu sa capacité domestique principale. C'est la mathématique irrationnelle de l'aviation d'État. Les routes de prestige de la SAA engloutissaient des milliards tout en générant des pertes. Le pays avait besoin de connectivité, pas d'un transporteur national. Cela ne semble irrationnel que jusqu'à ce que vous voyiez ce qui était réellement vendu. La SAA ne vendait pas du transport aérien. Elle vendait du symbolisme national. Un drapeau à Londres, un drapeau à New York, un drapeau à Hong Kong. La preuve que l'Afrique du Sud appartenait aux nations qui faisaient voler leurs propres appareils vers les capitales mondiales. Les compagnies aériennes ont besoin de routes rentables, de personnel flexible, de discipline de flotte, d'un contrôle impitoyable des coûts et de décisions commerciales rapides. Les gouvernements voulaient des vols directs vers des villes prestigieuses, une image de marque nationale, des tarifs domestiques bon marché, des emplois et un contrôle politique. L'écart entre ces deux listes, c'est là qu'est passé l'argent du contribuable. La comparaison la plus douloureuse est celle d'Ethiopian Airlines. Ethiopian est également une entreprise d'État, mais elle a été gérée avec une discipline commerciale impitoyable. Addis Abeba tire parti de la géographie de l'Afrique centrale pour servir de gigantesques plaques tournantes de correspondance en Afrique. Ethiopian exploite plus de 140 avions de transport de passagers ainsi qu'une importante flotte cargo dédiée. La compagnie a massivement investi dans la maintenance, la formation,
le fret, la restauration aérienne, l'assistance en escale et dans des partenariats avec de plus petites compagnies africaines, notamment Aski au Togo et Malawi Airlines. Ethiopian n'est pas simplement une compagnie aérienne, c'est une véritable stratégie industrielle aéronautique. Le contraste est brutal. La SAA disposait d'un marché intérieur riche, d'une finance sophistiquée, d'un tourisme mature et d'une demande émanant des entreprises. Elle s'est effondrée. Ethiopian avait un marché intérieur plus pauvre, un pays enclavé et une instabilité politique. Elle a bâti la machine aéronautique la plus prospère d'Afrique. Kenya Airways raconte une troisième histoire. Nairobi bénéficie d'une excellente position géographique en Afrique de l'Est. Le Kenya offre du tourisme, du trafic lié aux ONG, une demande d'affaires et des flux de fret. Mais Kenya Airways est devenue insolvable en 2018 et a eu besoin du soutien de l'État. Elle a affiché en 2024 son premier bénéfice avant impôt depuis 2013, soutenu de manière significative par des gains de change. Puis, en 2025, elle est retombée dans une importante perte avant impôt après une baisse de capacité, en partie parce que 3 Boeing 787 ont été temporairement immobilisés au sol dans le contexte des problèmes mondiaux de chaîne d'approvisionnement. Quelques gros porteurs cloués au sol peuvent ravager les chiffres lorsque les marges sont aussi minces. La plupart des compagnies pavillons africaines ne peuvent échapper facilement à cette gravité. L'exposition aux devises constitue le premier obstacle. Les compagnies aériennes africaines perçoivent souvent leurs revenus en monnaie locale plus faible, mais paient leurs principaux coûts en dollars américains. Les locations d'avions, les pièces de rechange, la maintenance, les assurances et le carburant sont indexés sur le dollar. Lorsque la monnaie locale s'affaiblit, la base de coûts se détériore instantanément. Les taxes et redevances représentent un autre obstacle. Dans bien des cas, voler entre deux pays africains coûte plus cher que voler de l'Afrique vers l'Europe. La fragmentation réglementaire rend impossible l'optimisation des réseaux. Le continent compte plus de 50 pays, chacun avec des accords bilatéraux, des règles de visa et des priorités politiques différents. Le marché unique du transport aérien africain, un projet de l'Union africaine destiné à libéraliser le continent, a connu une mise en œuvre lente. Les opportunités de fret nécessitent des infrastructures. La SAA n'a jamais développé le fret comme contrepoids stratégique. Les marges sont dévastatrices. Même les compagnies aériennes africaines rentables ne sont qu'un choc monétaire, un avion cloué au sol ou une flambée du carburant du désastre. Pourtant, chaque stratège de l'aviation africaine doit désormais tenir compte de ce que l'effondrement de SAA a démontré. L'hypothèse selon laquelle un transporteur national est essentiel à une stratégie aéronautique nationale n'est plus absolue. L'Afrique du Sud a perdu l'empire de SAA. L'aviation sud-africaine a continué. L'hypothèse selon laquelle les liaisons long courrier de prestige ancrent la connectivité nationale est désormais vulnérable. Londres, New York et Hong Kong sont desservis par des compagnies étrangères. Le pays fonctionne toujours. La concurrence entre hubs s'est accélérée. Tagangola se modernise avec Des Boeing 787 et des Airbus A220, transformant le nouvel aéroport international Dr Antonio Agostinho Neto de Luanda en un potentiel hub atlantique reliant le Portugal, le Brésil, l'Afrique australe et la Chine. Rwandair poursuit un modèle de hub pour petits pays depuis Kigali, avec Qatar Airways impliqué dans la stratégie aéronautique du Rwanda et le nouveau projet d'aéroport de Bugesera. Royal Air Maroc tire parti de la position de Casablanca entre l'Afrique, l'Europe et les Amériques. L'Éthiopie a entamé la construction d'un nouvel aéroport gigantesque près de Bishoftu, évalué à 12,5 milliards de dollars, avec des plans prévoyant une capacité finale de 110 millions de passagers par an. Le Nigeria, malgré une demande et une population massive, peine encore à soutenir un transporteur national mondial solide depuis l'effondrement de Nigeria Airways. Air Peace s'est développé avec des ambitions long courrier, mais le rapatriement des devises, les infrastructures et la concurrence demeurent difficiles. Aujourd'hui, SAA fonctionne comme une entité publique drastiquement réduite qui se reconstruit avec prudence. Sa flotte compte environ 19 appareils. L'expansion régionale a été la priorité. Les ambitions intercontinentales ont été soigneusement restreintes. Le grand réseau mondial a disparu. L'annonce d'un bénéfice de 155 millions de rands pour l'exercice 2024-2025 a immédiatement fait l'objet d'un examen minutieux.
SAA a discrètement reçu un nouveau plan de sauvetage gouvernemental d'1 milliard de rand déguisé en injection de capital social. La compagnie aérienne a enregistré un gain provenant de la vente de créneaux d'atterrissage à London Heathrow. Sans la vente d'actifs irremplaçables à long terme et sans le soutien de l'État, SAA aurait enregistré une perte massive. L'auditeur général a émis 2 réserves consécutives invoquant un reporting financier peu fiable, des fuites de revenus et des contrôles internes faibles. Le PDG du groupe, le professeur John Lamola, a démissionné en avril 2026. Le PDG par intérim, Matshela Seshibe, dirige désormais l'entreprise en poursuivant la réforme de l'audit interne, les comités d'optimisation des coûts et la gouvernance numérique. Le plan d'entreprise vise une croissance à 50 appareils d'ici 2028. La logique stratégique met l'accent sur les lignes intérieures principales, les services régionaux en Afrique australe, certaines lignes long courrier à forte demande locale et les partenariats Star Alliance pour l'alimentation mondiale. Mais l'empreinte réduite de SAA crée quelque chose d'honnête. Une démonstration que pour certains pays sur certaines routes, la question n'est pas de savoir si un transporteur national doit exister. Il s'agit de savoir si la fierté nationale peut accepter ce que la compagnie aérienne doit devenir pour survivre. En 1976, SAA exploitait les lignes du désespoir contournant l'espace aérien africain hostile parce que la politique l'exigeait. Le 747 SP a été acheté parce qu'il n'y avait pas d'alternative. La carte des routes a été façonnée par les sanctions, et non par l'économie. 5 décennies plus tard, la SAA moderne représente le défi exactement opposé. Non pas des avions conçus pour une impossibilité politique, un réseau construit pour une possibilité commerciale. La question n'est pas de savoir si SAA peut redevenir ce qu'elle a été. Il s'agit de savoir si le reste de l'aviation africaine prête vraiment attention à ce que l'effondrement a réellement prouvé.